Je suis Grégory Pouy et vous écoutez Vlan, un podcast pour vous aider à être plus serein en comprenant, avec nuance, le monde chaotique dans lequel nous évoluons. Comment ça se fait qu'il y a une recrudescence, tu disais tout à l'heure, d'endométriose et d'ovaires polyscopiques c'est ça, hein, Polykystique. polyscopique Polykystique. N'importe quoi. Alors ça, c'est des maladies qui existaient. Mhm, Pourquoi on en voit plus aujourd'hui? La première raison, c'est qu'on s'y intéresse plus. mhm, mhm. C'est-à-dire que quand on a dit pendant des siècles aux femmes que c'était normal d'avoir mal au ventre, c'est sûr qu'on n'allait pas chercher si elles avaient une maladie en dessous, et en l'occurrence l'endométriose. Ça, c'est la première raison. L'autre chose, et moi ça j'en suis persuadé, les études commencent à le montrer, c'est qu'il y en a quand même de plus en plus. On parle de 10% pour l'endométriose. Moi, je suis convaincu que ça va être beaucoup plus dans les prochaines études, parce qu'on en Wow. trouve, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Moi, je fais de la chirurgie gynécologique. Moi, parfois, je fais des célioscopies pour aller dans le ventre des femmes pour d'autres raisons qu'une suspicion d'endométriose. Et je tombe très très souvent sur des lésions d'endométriose méconnues. Pourquoi il y en a plus? On ne sait pas très bien. Les mécanismes d'apparition de l'endométriose sont pas très bien connus. Il y a probablement des phénomènes inflammatoires. Il y a un lien avec des maladies auto-immunes. Il y a beaucoup de femmes qui ont de l'endométriose qui ont aussi d'autres maladies comme des maladies inflammatoires de l'intestin, comme des maladies inflammatoires rhumatologiques. Donc on pense qu'il y a un lien avec ces maladies inflammatoires et un mécanisme auto-immun, mais c'est probablement pas le seul. Quid du rôle des perturbateurs endocriniens et notamment de la pollution dans ce qu'on respire, dans ce qu'on boit et dans ce qu'on mange. Il y a aussi des facteurs héréditaires. Très clairement, il y a des familles où toutes les femmes, les unes après les autres, souffrent d'endométriose. Il y a aussi l'endométriose iatrogène, c'est-à-dire que l'endomètre est capable de migrer le long des cicatrices. Donc il y a des femmes qui ont une ou plusieurs césariennes et qui se retrouvent avec des nodules d'endométriose sous la peau ou dans la paroi musculaire parce que l'endomètre a migré, s'est organisé en nodules d'endométriose dans le muscle. Il y a plein de mécanismes, tu vois, ou même des cellules à l'intérieur du corps qui peuvent se transformer d'un coup en cellules d'endométriose sous l'influence de certains facteurs extérieurs. Et puis bien sûr le mécanisme qui reste le mécanisme principal du reflux tubaire, c'est-à-dire que quand une femme a ses règles, le sang passe par les trompes et va dans le ventre. C'est-à-dire que si tu fais une célioscopie, tu mets une caméra dans le ventre de toutes les femmes qui ont leurs règles, tu vas toujours trouver 9 fois sur 10 du sang dans le ventre. Mais chez certaines femmes, et on ne sait pas pourquoi, ce sang va s'accrocher à certains endroits et former des nodules d'endométriose, et pas chez d'autres. Et ça aussi, on ne sait pas très bien pourquoi. Et puis, tu as aussi des facteurs vasculaires ou lymphovasculaires, c'est-à-dire que les cellules d'endométriose sont capables de se balader dans les vaisseaux sanguins pour aller se mettre à des endroits du corps improbables. Il y a des cas qui ont été décrits d'endométriose au niveau des glandes lacrymales, au niveau des sinus, une patiente qui a eu de l'endométriose dans un sinus. Donc, ça reste une maladie encore assez mystérieuse. Et alors, je réalise qu'il y a une question que je t'ai pas posée, mais qui est vraiment le b.a.-ba, mais c'est quoi l'endométriose, techniquement? L'endométriose, la définition, c'est des cellules de l'endomètre ou qui ressemblent à l'endomètre, donc cette couche interne glandulaire à l'intérieur de l'utérus qui évolue en fonction du cycle hormonal pour donner les règles. Chez certaines femmes, des cellules qui ressemblent aux cellules de l'endomètre vont se retrouver ailleurs dans le ventre ou plus haut, en tout cas en dehors de l'utérus, et vont s'implanter et proliférer. Le problème, c'est que ces cellules, elles vont se comporter comme les cellules, comme leurs cousines cellules de l'endomètre, c'est-à-dire qu'elles vont croître en fonction des fluctuations hormonales des femmes, saigner au moment des règles, donc provoquer le sang dans le ventre, ça provoque une inflammation et des douleurs terribles, s'organiser en nodules. Alors on distingue plusieurs types d'endométriose en fonction des atteintes. Sans être trop technique, il y a de l'endométriose ovarienne, donc des kystes à l'intérieur des ovaires. L'endométriose péritonéale, c'est l'endométriose superficielle qui va toucher le péritoine, c'est une membrane qui recouvre les organes à l'intérieur du ventre. Et celle-là, elle est difficile à mettre en évidence parce que c'est des lésions très superficielles et toutes petites qu'on voit pas sur les échographies et les IRM. Et t'as l'endométriose profonde, c'est des nodules fibreux qui s'organisent dans le ventre ou plus haut, au niveau du diaphragme parfois, et qui vont infiltrer les organes. C'est un peu l'inverse d'un cancer. C'est un cancer, il se développe à l'intérieur d'un organe et il va éventuellement sortir de l'organe pour donner des métastases. Là, c'est l'inverse. C'est une maladie qui est en dehors des organes et qui va les bouffer, littéralement,
de l'extérieur vers l'intérieur. Ça, c'est l'endométriose profonde. Ça peut attaquer la vessie, ça peut attaquer les trompes, ça peut attaquer l'intestin en bas, mais aussi plus haut au niveau de l'intestin grêle, ça peut attaquer le diaphragme. Donc ça, c'est l'endométriose profonde. Une femme peut avoir que de l'endométriose ovarienne, mais peut aussi avoir les 3 types d'endométriose. Tout est possible. Et donc, l'endométriose, ça va donner un ensemble de symptômes, des douleurs, mais pas que. Donc, douleurs au moment des règles, en dehors des règles, douleurs lors des rapports. Beaucoup de symptômes digestifs, ballonnement abdominal, troubles du transit. Parfois, il y a des femmes qui ont du sang dans les selles, s'il y a vraiment une atteinte infiltrante de la paroi de l'intestin. Ça peut donner des symptômes urinaires avec des envies urgentes et fréquentes de faire pipi. Des infections urinaires à répétition. Ça peut donner, bien sûr, des problèmes de fertilité. L'endométriose, elle peut toucher des nerfs qui vont donner des douleurs à des endroits différents, dans les membres, des douleurs de sciatique. Bref, t'as plein. Et puis, toutes ces douleurs chroniques vont finir par avoir un impact général avec une fatigue chronique. Ça peut entraîner une dépression. Tu peux perdre ton boulot. On parle, mais il y a des conséquences économiques et sociétales qui sont majeures. Donc, c'est tout ça, l'endométriose. On en est où de la recherche sur l'endométriose, justement? Est-ce qu'on peut être optimiste qu'on trouve une solution pour les femmes? Une solution curative, c'est compliqué. Il y a il y a un médicament qui arrive bientôt sur le marché qui est un traitement anti-hormonal, parce que tous les traitements de l'endométriose, ça passe beaucoup par des traitements hormonaux ou anti-hormonaux, parce que c'est une maladie qui est liée au cycle. Mais comme c'est pas que une maladie hormonale qui est liée au cycle, il y a aussi des phénomènes inflammatoires auto-immuns et des atteintes profondes d'organes, c'est très compliqué à gérer. Donc, est-ce qu'il faut être optimiste? Pas tout de suite. Hein. Et la pilule, ça peut avoir un impact sur... Ouais, c'est souvent le traitement médicamenteux, non chirurgical qu'on propose en premier, parce que la pilule, en fait, l'objectif, c'est d'obtenir une aménorrhée, c'est-à-dire de bloquer les règles. Si tu bloques les règles, tu bloques les saignements à l'intérieur du ventre. Et du coup, tu peux améliorer la qualité de vie des femmes et en plus bloquer l'évolution de la maladie. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant et que ça reste quelque chose qu'on propose en premier aux femmes. Donc, il n'y a pas que la pilule, d'ailleurs, le stérile hormonal peut être intéressant. Ce que tu disais tout à l'heure. L'implant dans le bras peut être intéressant. L'objectif, c'est d'essayer de bloquer les règles pour bloquer la maladie. Alors, ça guérit pas la maladie, c'est-à-dire que le jour, une femme qui prend une pilule en continu pour bloquer ses règles, elle va mieux si elle a de l'endométriose, à condition qu'elle la tolère bien sûr. Mais le jour où elle va arrêter parce qu'elle a un désir de grossesse ou parce qu'elle la supporte pas bien ou parce qu'elle peut plus prendre la pilule parce qu'elle a d'autres soucis de santé, eh ben la maladie va réapparaître. T'as fait mention des infections urinaires. Comment ça se fait que les femmes ont autant d'infections urinaires comparé aux hommes qui en ont quasiment jamais finalement? La première raison, c'est une raison anatomique. C'est-à-dire que le tuyau est plus court. Oui. Donc c'est aussi bête que ça. Mais c'est une zone avec la proximité de l'anus, le périnée, où il y a des bactéries, tu vois, notamment des bactéries digestives, de la flore intestinale. On parlait de la flore vaginale, mais il y a aussi une flore intestinale. Et donc les bactéries, elles peuvent se balader et elles remontent plus facilement dans un tuyau qui fait 15 mm que dans un tuyau qui en fait. Bon, je vais pas donner de longueur. Ça dépend. Donc, mais disons. Donc ça, c'est la première raison. Après, il peut y avoir aussi des problèmes de vidange vésicale. Il y a des maladies qui sont connues pour diminuer la vidange vésicale, comme le diabète ou des maladies neurologiques. Bon, ça, tu vas me dire, elles sont communes aux hommes et aux femmes. Il y a la grossesse, qui est un contexte particulier, hormonal et mécanique, qui fait que la vessie se vide moins bien, et tout ce qui fait que la vessie va moins bien se vider favorise les risques d'infection urinaire. Il y a le climat hormonal qui joue, bien sûr, et qui est très variable chez la femme. Certaines contraceptions qui peuvent augmenter le risque de cystite. Il n'y a pas une contraception, si tu veux, qui va augmenter le risque de cystite pour toutes les femmes. Mais quand une femme a un stérilet, par exemple, il y a des cystites à répétition, on peut se poser la question de retirer le stérilet pendant un moment ou de changer de moyen de contraception, parce que ça peut favoriser la prolifération bactérienne et potentiellement les infections. La pilule aussi, parfois on change de pilule et les patientes ont moins d'infections urinaires. Donc il y a plein de facteurs. Et les rapports, bien sûr. Et pourquoi on dit effectivement que quand tu couches avec un nouveau mec, entre guillemets, il peut y avoir plus de risques de cystite. Je suis pas sûr de faire le lien, en fait, en particulier quand il y a un préservatif. Moi, je pense que c'est
c'est très personnel, hein, Oui. comme réponse. C'est pas une question de compatibilité avec le nouveau mec. En revanche, tout bêtement, quand tu es en début de relation, souvent la fréquence des rapports est plus intense. Ah oui, effectivement. Donc, à partir du moment où il y a plus de rapports, il y a plus de risques de contamination bactérienne et de faire remonter des bactéries dans l'urètre, le petit tuyau pour faire pipi, et donc tu augmentes le risque d'infection urinaire. C'est pour ça qu'on dit aux femmes, pour prévenir, de bien boire, bien sûr, et d'aller faire pipi après les rapports, pour que le jet ait un effet mécanique pour chasser les bactéries. Tant qu'on est sur la partie sexuelle, est-ce qu'il y a des choses auxquelles les femmes doivent faire attention? Je pense en particulier, parce que tu en as parlé un tout petit peu, de l'anus, et donc du coup, je pense à la sodomie par définition, et de faire attention de peut-être, alors je sais pas, mais j'imagine de pas passer de l'anus puis au vagin C'est sûr ensuite. que c'est pas tellement recommandé, ouais. Voilà. Et je pense qu'il y a malheureusement pas mal de gens qui font ce genre de choses. Est-ce qu'il y a d'autres choses auxquelles il faut faire attention, et c'est quoi les risques? Lors des rapports, Ouais. particulièrement, mais le risque, c'est ça, par rapport aux infections vaginales et aux cystites, il faut faire très attention de pas contaminer, parce que même si le vagin contient des bactéries physiologiques, il peut être contaminé par des bactéries qui n'ont rien à y faire. Notamment des bactéries digestives ou des bactéries qu'on peut avoir sur les mains, parce que bien sûr, il n'y a pas que la pénétration, il peut y avoir tout ce qui se passe avant qui peut contaminer. Donc la règle de base numéro 1, c'est de jamais passer de l'anus à la zone génitale. Jamais dans ce sens-là. C'est-à-dire que si on fait des caresses de pénétration au niveau de l'anus, on reste là. On ne change pas. Ok. Voilà. Et bien sûr, avant les rapports, ça paraît évident si tu veux, mais on parle beaucoup d'hygiène. Est-ce qu'il faut se laver avant, après les rapports? Faire pipi après. L'hygiène intime. Finalement, moi je trouve le plus important c'est les mains, tu vois. Se laver les mains. Ouais. Est-ce qu'il y a besoin de se laver les dents? Non, parce que ça va pas. Le fait de se laver les dents fait pas disparaître les bactéries que tu as dans la bouche, tu vois. Mais l'essentiel, vraiment, c'est les mains. Même plus que la toilette intime, tu vois. Est-ce que c'est le rôle d'un gynéco de parler de sexualité aussi? Ouais. Bah, s'il n'en parle pas, il n'y a pas grand monde qui en parle. Hein. C'est ça. Les médecins traitants, ils n'ont pas le temps, ils s'occupent de 1000 autres trucs. Pour moi, les deux endroits dans lesquels il faut parler de sexualité au sens large, hein, en incluant la notion de consentement, les différentes pratiques, les choses auxquelles il faut faire attention, c'est collège, lycée et les cabinets des gynécologues ou des sages-femmes, ou voilà. Et c'est à nous de lancer la discussion, je trouve, parce que elle vient rarement de la patiente qui est en face de nous, sauf quand elle a un problème spécifique. Mais quand on sent qu'il y a un truc particulier qui pose problème, ou quand on pense que ça peut avoir un lien, ou même que avoir une question dans son interrogatoire un petit peu générique pour savoir comment ça se passe, c'est vachement important. Est-ce que y a des bénéfices physiologiques à la sexualité? Pas psychiques, parce que bon, ça je veux bien comprendre, mais physiologiques dans cette région-là? Pas forcément. Pour la femme, c'est sûr, pour la femme ménopausée, quand les rapports sont très espacés, on peut penser que c'est un petit peu moins confortable à la reprise, tu vois, parce que la muqueuse travaille, est plus accueillante, et on peut penser que avoir des rapports plus fréquemment fait qu'ils sont plus agréables. Mécaniquement parlant. Alors c'est pas pour ça qu'il faut absolument avoir des rapports, et il y a des femmes qui sont dans des périodes où elles n'en ont pas besoin. Il n'est pas question de les pousser à avoir des rapports pour maintenir une anatomie accueillante. Ce serait fou, tu vois. Mais c'est vrai que moi, les patientes ménopausées qui ont des rapports fréquents, en règle générale, elles ont un vagin qui est plus élastique, qui est plus lubrifié, voilà. Mais ça, après, c'est un peu commun à tous les organes du corps, si tu veux. Un organe qui serre,
il va mieux fonctionner qu'un organe qui ne sert jamais. Tout bêtement, le cerveau, tu vois. Ouais, oui. Basique. On espère qu'il y a des gens qui se servent de leur cerveau quand même, mais voilà. Mais oui. quand on se sert de son cerveau, quand on se sert de ses muscles, ou quand on fait travailler son cœur, quand on va faire un peu de cardio et courir, globalement, ça fait du bien et fonctionne mieux. Et pour en revenir plus à la gynécologie, à partir du moment où une femme est ménopausée, les ovaires, on voit très bien, hein, les ovaires qui fonctionnent plus chez une femme ménopausée, quand on fait une échographie, ils deviennent un peu plus petits, ils s'atrophient parce qu'ils ne fonctionnent plus. Un rein qui a été abîmé par une maladie rénale, par une maladie infectieuse ou parce que l'urtère était bouché, il va s'atrophier parce que il fonctionne plus. C'est un peu la même chose. On a parlé, t'as mentionné beaucoup. Pardon, t'as mentionné beaucoup la préménopause et la ménopause. Ouais. J'ai fait un épisode sur le sujet d'ailleurs avec une présentatrice anglaise qui s'appelle Davina McCall, mais en français, qui a beaucoup travaillé au sujet de la ménopause de l'autre côté de la Manche. Pourquoi c'est un sujet dont on parle tellement peu aux femmes? C'est hyper tabou. Enfin, j'ai l'impression, en tout cas, de ce que les femmes disent, que la préménopause, c'est vraiment un sujet qui est très peu abordé. Et qu'elles connaissent mal en fait en réalité. On commence à en parler quand même. On commence, mais c'est vraiment les tout débuts. Hein. Mais on en parle peu par rapport à ce que ça représente. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une femme, elle commence à avoir ses premières règles vers 12 ans maintenant. 12 ans ? Ouais. La ménopause, c'est en moyenne en France 52 ans. Mm-hmm. Donc ça veut dire qu'elle va passer 40 ans avec ses règles. L'espérance de vie d'une femme, il y a des chiffres qui sont sortis, là je crois qu'on est à 85-86 ans en France. Donc elle va passer 35 ans, tu vois, quasiment ménopausée. Donc sa période de vie où elle va être ménopausée va être à peine plus courte que sa période de vie où elle va avoir ses règles. Donc il faut s'en occuper, tu vois, c'est essentiel, et ce d'autant plus que les femmes sont en forme, en bonne santé, de plus en plus longtemps, sont actives, ont une activité sexuelle de plus en plus à des âges de plus en plus avancés. Donc il faut s'en préoccuper. La ménopause, c'est quoi? C'est l'arrêt des règles pendant 1 an. Tu vois, une femme de 50 ans qui a pas ses règles depuis 1 an, on peut dire officiellement qu'elle est ménopausée. C'est comme ça qu'on fait le diagnostic, et les règles ne vont plus revenir, les ovaires ne fonctionnent plus, il n'y a plus de cycle, et va s'installer une carence en œstrogène, parce que les ovaires, ils ont un rôle d'ovulation, mais bien sûr, ils ont un rôle de fabrication d'hormones. Donc, ils fabriquent plus d'hormones et notamment plus d'œstrogène, et cette absence d'œstrogène va avoir plein de conséquences physiologiques et pathologiques parfois sur le corps des femmes. Conséquences, on y pense tout de suite, bien sûr, c'est les bouffées de chaleur, mais ça peut aussi avoir un impact sur les os avec un risque d'ostéoporose, ça peut avoir un impact sur le cœur, ça peut avoir un impact sur le cerveau avec souvent un brouillard cérébral qui s'installe, des femmes qui ont un petit peu plus de mal à se concentrer et à faire des choses. Ça peut aussi, bien sûr, avoir un impact pas que sur les os, mais aussi sur les articulations, avec des douleurs articulaires, sur le poids, sur l'humeur, sur la sécheresse cutanée, sur la sécheresse vaginale. Il y a un plus de risque de diabète. Bref, il se passe beaucoup de choses dans cette période et on peut pas laisser les femmes comme ça. C'est pas possible. Donc, il y a plein de conseils d'hygiène de vie qu'on donne, parce que c'est ça, bien sûr, le plus important, avoir une activité physique régulière, ne pas manger n'importe quoi, ne pas s'exposer au tabac ou à l'alcool trop souvent. Donc ça, bien sûr, c'est essentiel et ça reste essentiel. Et puis maintenant, mais c'est pas nouveau, tu vois, on propose de plus en plus un traitement hormonal substitutif qui permet de compenser cette absence de fabrication d'hormones. Donc on donne des œstrogènes sous la forme d'un petit gel le plus souvent au niveau de la peau et un petit comprimé de progestérone pour protéger l'utérus. Et ça permet d'améliorer la qualité de vie des femmes et de prévenir l'ensemble des pathologies dont je t'ai parlé juste avant. Donc c'est super intéressant. Donc ce traitement hormonal, évidemment, comme tous les traitements et comme toutes les hormones, à partir du moment où un médicament ou un produit a un effet souhaité, il a forcément des effets indésirables. Donc aujourd'hui, quand on entend notamment sur les réseaux, il faut filer des hormones à tout le monde, c'est extraordinaire, ceux qui ne donnent pas d'hormones à leurs patientes ménopausées sont des criminels, vous en avez rien à foutre des femmes.
c'est complètement con. C'est complètement con pour moi parce que, et j'en prescris beaucoup, de traitement hormonal, mais tout est une question de balance. Déjà, il y a des femmes qui en veulent pas, je vois pas pourquoi on les forcerait à prendre des hormones, et les femmes qui en ont besoin et pour lesquelles ça n'est pas dangereux, aucun problème, on en propose. Avant cette ménopause, tu as la périménopause ou préménopause. J'allais venir. Dont on parle encore moins. Clairement. Et qui, moi, je trouve, est souvent plus difficile à vivre pour les femmes que la ménopause elle-même. Parce que c'est une période d'instabilité hormonale. C'est une période de changement où il va se passer plein de trucs. Le cycle peut devenir irrégulier, les règles peuvent devenir beaucoup plus pénibles, elles peuvent avoir des douleurs au sein, elles peuvent avoir des troubles de l'humeur, elles peuvent commencer déjà à avoir des bouffées de chaleur. Et ce qui est très pénible dans la périménopause, c'est moi ce que j'appelle l'effet on-off, c'est-à-dire que tu as les ovaires qui fonctionnent, elles ont leurs règles, bon, elles ont un syndrome prémenstruel, elles ont leurs règles, elles peuvent avoir des boutons, et puis tout d'un coup, boum, les ovaires se mettent au repos, et là c'est plutôt des symptômes de ménopause qui vont apparaître avec des bouffées de chaleur, les règles qui s'espacent, et badaboum, ils se remettent en route, et ça remarque. Donc elles savent plus où elles en sont. Et c'est ça qui est très difficile à vivre pour elles, c'est ces variations hormonales qui les rendent dingues. La périménopause, c'est souvent, moi je trouve, comme ça je le décris, un syndrome prémenstruel en continu, tu vois. Donc c'est pas génial. Et c'est un moment où, sur le plan thérapeutique, on est un petit peu démuni parce que autant quand une femme est ménopausée, madame, vous avez des bouffées de chaleur, je vais vous filer des hormones, ça va aller mieux. On est à peu près sûr que ça va aller mieux, tu vois. La femme qui est en périménopause, on peut commencer à introduire un peu des traitements hormonaux, mais comme les ovaires sont pas arrêtés, on navigue entre je vais vous donner quelques hormones du traitement hormonal de la ménopause, et puis vos ovaires redémarrent, donc vous allez avoir des règles. Si vous effilez trop d'hormones, ces règles elles vont être hémorragiques, donc il faut faire très attention. Et on peut pas non plus voir les femmes en consultation tous les 15 jours pour ajuster le traitement, tu vois. Donc c'est pas facile cette période. Et ça peut arriver très tôt, la périménopause. Ouais, l'âge moyen c'est 45, tu vois, c'est entre 45 et 50, ça peut durer 5 ans, mais il y a des femmes à partir de 40 ans, ça commence déjà à se déséquilibrer et à leur poser des soucis, ouais. Est-ce qu'il y a une chose que les femmes devraient savoir, comprendre, qui serait essentielle pour elles, autour de la périménopause? Déjà, ce que tu disais, c'est-à-dire qu'en fait, si on ressent des changements de manière importante, c'est sans doute de la périménopause. Déjà, leur expliquer qu'elles sont pas dingues et que leur expliquer ce qui se passe. Et après, essayer de jouer sur les facteurs sur lesquels on peut jouer pour les aider. Par exemple, au niveau hormonal, on revient toujours un petit peu aux hormones et à la pilule. Après 40 ans, il y a différents types de pilules. Il y a des pilules combinées, c'est-à-dire qu'elles contiennent des œstrogènes et de la progestérone, et des pilules microprogestatives qui contiennent uniquement des microprogestatifs, comme le lévonorgestrel ou la drospirénone. Et c'est vrai que ces pilules microprogestatives, pour les femmes qui veulent prendre la pilule, elles sont particulièrement adaptées après 40 ans et elles n'augmentent pas le risque cardiovasculaire. Contrairement aux pilules combinées œstroprogestatives, qui sont classiquement données avant 40 ans. Tu vois, quand on dit à une femme, vous fumez, vous pouvez pas prendre la pilule, c'est parce que ces pilules œstroprogestatives combinées, elles augmentent le risque cardiovasculaire, d'hypertension, d'infarctus, de phlébite, d'embolie pulmonaire, d'accident vasculaire cérébral. Donc c'est pour ça qu'on les donne pas. Et c'est pour ça qu'on les donne pas après 40 ans, parce que le risque lié à l'âge augmente, donc on peut pas rajouter une couche de risque avec ces pilules. Donc on va plutôt donner des pilules microprogestatives qui vont stabiliser ces variations hormonales qui sont parfois difficiles à vivre pour les femmes. Une question de manière plus générale, mais il y a beaucoup d'amis, de personnes sur Instagram qui se plaignent du manque d'écoute et d'empathie des gynécos. Ouais. Quand il n'y a pas de la violence gynécologique, parce que qui peut être fait par des hommes et par des femmes, c'est ça qui est assez étonnant aussi. Alors, comment c'est possible? C'est-à-dire, est-ce que vous avez, en tant que médecin, pas de formation à l'empathie, entre guillemets, et à l'accueil des patientes? Et alors, je sais, il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé, mais comment un homme peut devenir gynéco? C'est quoi la dynamique? J'imagine que c'est une question qu'on te pose souvent, mais
C'est vrai qu'il y a une question autour de pourquoi on dit gynéco si c'est pour derrière faire de la violence gynécologique. C'est très étrange. Donc, pardon, je t'ai posé beaucoup de questions, mais Alors déjà, la tu l'as première, dit, c'est... dans ta question, la violence gynécologique, c'est pas l'apanage des gynécologues hommes. Non. C'est quelque chose malheureusement qu'on a pu ou qu'on peut rencontrer encore dans des cabinets, quel que soit le genre du praticien. Alors comment c'est possible? Tu me poses la question, est-ce qu'on a une formation? Moi, tu vois, je suis pas si vieux que ça, j'ai 47 ans, mais j'ai jamais été formé à ça. C'est ça. Hein. Jamais, jamais, jamais. C'est des notions qui malheureusement, la bienveillance, le consentement, l'écoute, c'est des notions qui n'apparaissaient à aucun moment dans notre formation. Donc ça peut être une explication. C'est pas une excuse, hein, mais ça peut être une explication. C'est quelque chose auquel j'ai toujours été attentif. Je le suis encore plus maintenant que je suis sur les réseaux et que je reçois tous les témoignages de femmes qui ont subi tout ça et que j'ai une certaine visibilité. Mais j'ai toujours fait très attention à ça et j'ai parfois assisté à des scènes en tant qu'étudiant en médecine qui m'ont heurté ou qui m'ont choqué et je me suis souvent dit c'est pas possible de parler comme ça à une femme, c'est pas possible d'avoir ce genre d'attitude, c'est pas possible d'avoir ce genre de geste. Faut pas agir comme ça, tu vois. Alors comment c'est possible d'en arriver là? En médecine, globalement, on est assez détaché. On prend une certaine distance, tu vois, par rapport au corps, par rapport à l'organe. Et c'est comme ça qu'on est formé. Tu vois, on apprend l'ORL, la pneumologie, la cardiologie, la gynécologie, la gastro-entérologie, et on apprend voilà les symptômes, tac tac tac, voilà les examens qu'il faut faire. C'est très clinique, tu vois. Voilà les médicaments que vous devez donner. Et c'est comme ça. Et c'est vous qui avez le savoir. Et c'est comme ça que ça doit se passer. À aucun moment on se pose la question comment je vais l'expliquer au patient qui est en face de moi, comment il va le percevoir, est-ce que je devrais pas plutôt lui dire ça comme ça, la façon de le faire est on nous a jamais enseigné ça. Alors quand tu fais de la gastro-entérologie et que tu parles de côlon, quand tu fais de la pneumologie et que tu parles de poumon, quand tu fais de l'ORL et que tu parles d'oreille et de tympan, bah ça passe mieux que quand tu parles de gynécologie et que tu vas t'intéresser à des seins ou à un vagin, tu vois. Et ça, ça peut paraître évident, mais apparemment c'est pas évident pour tout le monde. Et donc on ne l'a pas expliqué et c'est quelque chose qui est nouveau et qui est surtout nouveau pour la génération qui m'a précédé et qui, je pense, n'a pas toujours perçu cette évolution et n'a pas changé. Il y a aujourd'hui des formations pour les médecins sur. Est-ce que tu sais si les études de médecine ont évolué? Je pense que oui, les études de médecine ont évolué et je suis convaincu que c'est quelque chose qui est enseigné, tu vois. Mais ça l'était pas et on a une formation qui est très hospitalo-universitaire, très anonymisée, c'est-à-dire que t'es étudiant en médecine, t'es externe, t'es interne, tu travailles en salle de travail, tu fais une consultation, tu opères quelqu'un, la personne que tu opères ou tu vois en consultation, tu la reverras jamais, elle ne sait pas qui tu es, et après le risque c'est de transposer, une fois qu'on est installé en libéral par exemple, comme moi, ces pratiques avec des gens qui viennent te voir, qui ont confiance en toi et qui viennent te voir toi parce qu'ils espèrent que tu vas leur apporter une réponse. Donc on doit être conscient qu'on est dépositaire d'une attente. On ne doit pas juste être normaux, on doit être plus que normaux. La barre elle est beaucoup plus haute parce que les gens ont une attente envers nous et en tant que gynécologue particulièrement parce qu'on va vraiment rentrer dans l'intimité des femmes au sens propre comme au sens figuré et on n'a pas le droit de mettre ça de côté. Et alors la question qu'on te pose 1000 fois, j'imagine pas par jour, mais beaucoup, comment un homme décide de devenir gynéco?
Alors moi, il y a plusieurs trucs. Il y a un truc que je dis pas souvent, mais je vais te le dire, c'est que mon père est gynéco. D'accord. Donc, il m'a jamais dit, sois gynécologue, mon fils, c'est extraordinaire. J'imagine. Mais j'ai vécu petit avec un papa gynécologue et forcément qui m'a transmis la passion de son métier et l'envie de faire ce métier parce que je voyais que ce métier le transportait, le rendait et lui plaisait, était intense. Après, pendant mes études de médecine, tu sais, on passe dans différents stages, on Bien teste sûr. un petit peu tout, les spécialités médicales, les spécialités chirurgicales. Moi, j'aimais beaucoup l'orthopédie au départ parce que j'aimais bien le côté, y a un problème, je fais un geste, je résous le problème. Je trouvais que c'était très satisfaisant. Et après, j'ai découvert, je suis passé en stage dans une maternité en gynécologie obstétrique. Et donc là, j'ai découvert la variété de cette spécialité. On fait de la chirurgie, on fait de l'imagerie avec l'échographie, on s'occupe de fertilité, on s'occupe de cancérologie, on s'occupe de maladies bénignes, on s'occupe bien sûr des femmes enceintes. Il y a l'activité de la salle de travail, on va accompagner les femmes pour leur accouchement. Il y a le speed, tu vois, parce que en salle de travail, il y avait effectivement beaucoup d'urgences avec des accouchements difficiles, compliqués où tu as l'adrénaline qui monte au taquet. Moi, je trouvais ça génial. Je trouvais ça très, très prenant, les césariennes en urgence. Voilà, il y Ouais, a le travail j'imagine. d'équipe avec des infirmières, mais aussi des sages-femmes. Il y a le fait de voir en consultation des femmes malades et puis des femmes qui sont pas malades, qui viennent me voir que pour leur suivi gynécologique et avec qui je vais discuter, rigoler et, euh, et échanger. Et c'est très intéressant. Je vois des femmes de 25 ans et des femmes de 85 ans. Mon activité, elle peut évoluer. Tu vois, pendant 20 ans, j'ai fait beaucoup d'accouchements et de salles de travail. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus orienté sur la chirurgie et c'est aussi passionnant avec l'apport de nouvelles technologies. Donc, c'est vraiment cette variété, moi, qui m'a beaucoup séduit. Et puis, mais ça, j'en étais peut-être pas conscient au départ, beaucoup plus aujourd'hui. Je suis pas en mission, tu vois, pour les femmes, faut pas exagérer, mais et elles m'ont pas attendu pour ça, mais on a quand même beaucoup de choses à faire, un rôle essentiel à jouer pour être à leur côté, et c'est quelque chose qu'on trouve pas forcément dans d'autres spécialités. Là, on sort de la médecine, tu vois, mais Hmm. mais j'ai quand même conscience de ça. Non, non, mais tu sais, j'ai interviewé, entre autres, j'ai découvert qu'il habitait pas loin de chez moi d'ailleurs, à Paris, la personne qui a inventé la pilule abortive et la pilule du lendemain. Mmh. Tu vois, et lui, il le dit, c'est clairement, il est dans une mission, quoi. Ah Donc, ouais. pour rebondir à ce que tu disais, ouais, il est très clairement dans Et une ça, moi, je le mission sens quand pour les même femmes. plus, encore plus Mm, aujourd'hui parce que mm, du fait de ma présence sur les réseaux, de ma visibilité, il y a beaucoup de femmes qui viennent me mm, voir de loin maintenant, j'imagine. même si je mets pas trop mon nom, tu vois, mais on me trouve facilement, et qui viennent me voir de loin, qui ont vu beaucoup d'autres praticiens ou praticiennes, qui n'ont pas eu les réponses qu'elles attendaient, ou voilà, et qui viennent me voir un peu en dernier recours. J'ai plein de consultations qui commencent par la phrase je dis, pourquoi vous venez me voir, madame? Et elles me répondent parce que vous allez devoir me sauver, tu vois. Donc, Wow. c'est pas facile à porter toujours Mais alors, parce que j'ai pas forcément des réponses extrêmement pertinentes ou qui vont révolutionner leur vie, tu vois. Mais en fait, rien que le fait de d'écouter et puis d'être humble, tu vois, très souvent, ça m'arrive de dire je sais pas, tu vois. oui, bah, c'est essentiel. Et je pense que l'humilité, ça peut aussi être quelque chose qui manque à certains professionnels de santé et être capable de dire, écoutez, je sais pas, j'ai pas de réponse à votre question et on n'a pas de réponse à votre question aujourd'hui. On va essayer ci, on va essayer ça pour vous aider, mais on va voir si ça marche. Rien que ça, c'est un début d'écoute et de réponse quand même. Hmm. Et tu conseillerais sans doute, enfin, je sais pas, est-ce que c'est le fait que tu te lances sur Instagram qui a développé, enfin, qui t'a forcé d'une certaine manière à apprendre encore plus et envisager encore plus. Et, et derrière, c'est quoi le conseil que tu donnerais aux autres gynécos d'une certaine manière? Même si je pense pas que j'ai des tonnes de gynécos qui me suivent, mais, Bah, mais je dirais pas forcément à tous les gynécologues ou en tout cas ceux et celles qui s'intéressent à la santé des femmes, bah, de se lancer sur Instagram pour devenir tout d'un coup bienveillant et comprendre ce qui se passe parce que c'est quand même un gros boulot en plus. À titre perso,
moi, c'est sûr que même si j'ai toujours fait très attention à ça, ça m'a encore plus sensibilisé à la manière d'aborder mon métier et à la manière d'aborder mes relations avec les femmes, pas que dans mon métier d'ailleurs. Et j'ai pas mal évolué sur la question. Encore une fois, mais si je faisais très attention avant, ça a quand même fait évoluer ma pratique et je fais beaucoup plus attention. Et ça porte ses fruits, tu vois. C'est-à-dire que parfois, ça pouvait m'arriver de pas trop voir l'utilité d'expliquer certaines choses. Et en fait, l'écoute, la bienveillance et le consentement, le fait de mettre les femmes dans une situation de confiance absolue. Et quand on sent qu'il n'y a pas assez de confiance et qu'il y a la réticence, ne jamais forcer et les mettre vraiment à l'aise, ça modifiait quand même beaucoup de choses, tout ça. Ça modifiait beaucoup de choses. Tout à l'heure, tu me disais, ça a transformé un peu ta vie, les réseaux. C'est sûr que ça a transformé ma vie, mais aussi sur le plan professionnel. Et puis aussi, il y a aussi le côté, mais ça c'est un peu le revers de la médaille, c'est le côté personnage public qui fait que parfois je suis un petit peu obligé je peux moins me lâcher, tu vois, dans la vie, dans la vie perso notamment, faire un petit peu attention. Mais j'imagine. Ouais. C'est la vie. J'imagine. Mais c'est bien de l'avoir fait. Enfin, je veux dire, vu le succès du compte, c'est qu'il y a un vrai besoin des femmes quand on me demande sur ces sujets, quoi. Pourquoi ça marche, mon gynéco, la première réponse évidente, c'est le sujet. Oui. C'est un peu le bonhomme, mais c'est beaucoup le sujet. Et bon, derrière, évidemment, il y a énormément de travail, mais le sujet était essentiel. Il n'y avait pas vraiment de gynécologue qui parlait sur les réseaux en France. Il y a quelques sages-femmes qui font très bien. Bien sûr. Il y a une autre gynécologue, Laure, que je connais, mais qui est plus autour de la maternité et de tout ça. Donc, et moi, j'aborde vraiment les questions de tous les jours de la gynécologie, de la santé gynécologique des femmes de tous les âges. Et à chaque fois que je fais une vidéo, je veux que ce soit une question qu'elle se pose. Bah écoute, je crois que ça a l'air de vouloir fonctionner en tout cas. Mais en fait, il y a tellement un vide de connaissances sur ce sujet. Un vide de connaissances, c'est fou. Et c'est un sujet qui est tellement large et tellement complexe que moi je vois l'inspiration pour mes réels, c'est sans fin. Hein. Et tu peux aborder le même sujet de 100 manières différentes, avec des points de vue différents. On me pose souvent la question, mais comment tu trouves toutes tes idées? Mais enfin, comment ne pas les trouver, quoi. Et c'est aussi pour ça que je trouve que c'est important, parce qu'en santé, on commence à être pas mal d'influenceurs et d'influenceuses. On se connaît d'ailleurs un peu tous. C'est essentiel, en tout cas pour moi, de continuer à bosser dans la vraie vie, dans mon cabinet et dans le bloc opératoire dans lequel j'exerce, parce que c'est ça qui me permet d'avoir les pieds sur terre et qui m'amène de la matière. Tous les jours, tu vois, quand je consulte, j'ai souvent un fichier Word qui est ouvert sur mon ordinateur. Et quand une patiente me pose une question ou me fait une remarque que je trouve intéressante, tac, je le note. Je lui dis d'ailleurs, bah tiens, ça va probablement être le sujet de ma prochaine vidéo dans les semaines qui viennent. Et c'est marrant. Mais ça me nourrit vraiment. Et puis ça me donne de la crédibilité parce que on est trop détaché, c'est pas top. Clairement. Merci beaucoup, Olivier. C'est vraiment hyper intéressant. Merci d'avoir répondu à toutes mes questions qui sont parfois, j'imagine, en tant que mec, un peu à côté de la plaque. J'essaye de rester connecté, mais bon, pas... Voilà. Le podcast s'appelle Vlan, donc je voudrais savoir à quoi tu veux ouvrir et où claquer la porte. Moi, je préfère ouvrir que claquer les portes. Donc, je vais choisir ouvrir la porte. Moi, je veux ouvrir la porte de l'information aux femmes, de la vraie information. Qu'on cesse de les infantiliser et notamment en santé, parce que c'est encore un petit peu le cas. Donc je vais ouvrir grand la porte de l'information aux femmes pour qu'elles soient actives dans les décisions sur leur santé qui les concernent vraiment en premier lieu et qu'on leur impose rien. Parfait. Merci beaucoup, Olivier. Je t'en prie, Greg. Top. À bientôt. Salut. À bientôt.